Sommes-nous trop nombreux sur Terre? Le réchauffement climatique a relancé les craintes d'une humanité surpeuplée, en proie aux guerres ou encore aux famines. Qu'en est-il réellement? On en parle avec Henri Léridon. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes démographe à l'INED, l'Institut national français d'études démographiques. Vous avez été le premier titulaire de la chaire de développement durable au Collège de France. Alors, à moins d'une catastrophe sans précédent, nous dites-vous, nous serons 9 milliards 700 millions en 2050, dans 30 ans, donc 2 milliards de plus qu'aujourd'hui. Est-ce que c'est beaucoup, 2 milliards? C'est pas négligeable, évidemment. Ça aurait pu être pire, si je puis dire, parce que l'explosion démographique à laquelle on se réfère parfois, elle est derrière nous, en fait. Elle a eu lieu dans la première partie du XXe siècle, et à partir de 1960, le taux d'accroissement qui ne cessait d'augmenter, donc on était dans une phase d'exponentielle pour la population mondiale, s'est retourné, il a commencé à baisser, il a culminé à 2%, il est revenu à peu près à 1%. Donc on est dans une phase, disons, de décélération, c'est quand même lent parce que la population, surtout au niveau mondial, a une très grande inertie et il ne faut pas imaginer qu'on peut bloquer comme ça sa croissance et a fortiori la faire diminuer en quelques années. Donc la croissance ralentit, si l'on peut dire, 2% dans les années 60, 1% aujourd'hui. On sera, selon les prévisions, 11 milliards en 2100, pas loin des 11 milliards. Un tiers des habitants vivront alors en Afrique. Quels sont les paramètres importants pour étudier l'évolution de cette population? Le taux de fécondité notamment? Alors, il n'y en a que deux en fait, c'est la fécondité et la mortalité, puisqu'au niveau mondial, il n'y a pas de migration, elle s'annule. Donc la fécondité, elle est responsable de cette baisse du taux d'accroissement et elle-même donc diminue depuis des décennies. On est actuellement seulement à 2,5 enfants par femme au niveau mondial, ce qui n'est pas beaucoup au-delà du seuil de remplacement des générations qu'on situe à 2,1, 2,2 enfants. Donc c'est ça le moteur principal du freinage de la croissance, puisque de son côté... On le voit d'ailleurs, ça va continuer à descendre, à décliner des 2,2 en 2050. On va vers 2,2 en 2050, d'après les projections des Nations Unies. Tout ce que nous disons là sur ces projections, c'est pas moi, c'est les Nations Unies, dans leur hypothèse centrale, la plus récente. La mortalité, on est plutôt dans une phase d'allongement de la vie, donc d'augmentation de l'espérance de vie, ce qui contribue plutôt à augmenter la croissance. Donc ça joue dans l'autre sens. Mais de toute façon, on ne peut pas là non plus imaginer, sauf une catastrophe inouïe, qu'une crise de mortalité puisse sensiblement affecter la croissance démographique. Il faut vraiment... Ce serait quoi ce cataclysme? Je ne sais pas, mais si vous voulez, aujourd'hui, la croissance annuelle, c'est 80 millions d'habitants par an, à peu près. Donc, si vous voulez réduire la croissance d'une année, et seulement d'une année, il vous faut 80 millions de décès supplémentaires. Peut-être pas en une seule année, en plusieurs années. Quand on regarde les accidents qui sont produits dans les décennies ou même les siècles passés, on est rarement à ce niveau-là. Même une guerre mondiale, on est resté en dessous. Même l'épidémie de variole après la guerre de 14-18, on était à moins que 80 millions. La Grande Guerre, c'était 20 millions de morts. Un peu plus, au total, 30-40 millions peut-être, au total, si on prend l'ensemble des décès. Donc, tous ces événements-là, plus récemment, le sida, qui est l'une des catastrophes contemporaines sur le plan de la santé les plus marquantes, ça a fait jusqu'ici 35 millions de décès, ce qui est évidemment énorme en soi, mais quasiment invisible sur la courbe de croissance démographique mondiale et même africaine, globalement. Pourquoi la fécondité baissera? On a vu de 2,5 à 2,2. Rappelons que c'est le nombre d'enfants par femme. Bien parce que les schémas et les aspirations familiales évoluent, et elles évoluent à la baisse globalement, un peu partout. Donc on converge d'abord vers l'idée de famille autour de 2 enfants, et puis peut-être dans les pays les plus avancés, même pas ça, c'est-à-dire beaucoup de couples ou d'individus qui préfèrent rester à un seul enfant, voire à 0. C'est pour ça qu'on est déjà en dessous de 2 dans beaucoup de régions du monde. Et on le sait, en Chine, il y a eu la politique de l'enfant unique, mais depuis 2005, Pékin a dû renoncer à tout contrôle des naissances, car c'est le vieillissement de la population qui inquiète ce grand pays asiatique. Notre partenaire France 2 s'était intéressé à cette évolution. À la fin de l'année 2018, regardez cette séquence. Terminé donc les limitations de naissance instaurées il y a 40 ans. Car il y a urgence. La Chine vieillit et manque de bras pour travailler. Et le nombre des plus de 60 ans devrait doubler en 20 ans pour atteindre 35% de la population. Pour rééquilibrer sa démographie,
Pékin compte donc sur ces familles, mais elles sont souvent réticentes. Bo Wen est fils unique, il a 4 ans. Comme la plupart des Chinois de la classe moyenne, ses parents n'envisagent pas de profiter de cette mesure. On ne veut pas de deuxième enfant parce que dans les grandes villes chinoises, les coûts liés à l'éducation sont trop élevés. Déjà, notre premier enfant nous coûte cher et puis ça implique beaucoup de frais. Par exemple, le logement, l'assurance santé, l'école, les frais de la vie courante. Tout coûte cher ici. Signe de l'inquiétude des autorités, pour pousser ces familles à s'agrandir, des chercheurs proposent de taxer les couples de moins de 40 ans jusqu'à ce qu'ils aient 2 enfants. Une réaction, Aurélie Ridon? Oui. C'est toujours étonnant pour un pays d'1,4 milliard d'habitants d'entendre dire qu'ils n'ont pas assez de bras. Donc leur population active serait insuffisante. Mais bon, structurellement, c'est vrai qu'il y a un problème qui se pose à la Chine. La toute première parmi les pays en développement parce qu'elle a donné effectivement un coup de frein à sa fécondité très considérable dans les décennies récentes. On n'est jamais passé au niveau d'1 enfant par femme globalement sur l'ensemble de la Chine. C'était une politique qui a surtout été efficace dans les villes, mais n'empêche que la fécondité a baissé. Aujourd'hui, on dit 1,7. Certains pensent que c'est même moins que ça. On ne sait pas très bien, on n'a pas forcément des données excellentes en provenance de Chine. Mais en tout cas, ça se traduit déjà par un vieillissement précoce par rapport donc, aux beaucoup de pays en développement. Et en effet, les systèmes n'est pas encore adapté du tout. Il n'y a pas de pension de retraite suffisamment développée. Donc ceci fait que même si aujourd'hui on encourage les familles à avoir plus qu'un enfant, dans le fond, ceux qui ont subi cette politique-là dans les villes, encore une fois, l'ont un peu endogénéisé. Et en plus, objectivement, ils voient que c'est difficile d'élever un enfant si on a des ambitions, notamment en matière de scolarité importantes. Tout n'est pas gratuit. Et ça, donc, les autorités l'ont bien compris aussi, on imagine, en levant cette restriction. On va regarder un tableau. On évoquait tout à l'heure le taux de fécondité global à travers le monde, 2,5 aujourd'hui, enfants par femme en âge de procréer. On va regarder l'Afrique subsaharienne, l'Asie, l'Amérique latine, l'Europe, l'Amérique du Nord, et vous allez nous dire ce qu'il faut retenir de ces tendances. L'Afrique subsaharienne, par exemple, va connaître une baisse de sa fécondité, 4,73 aujourd'hui, 3,17 en 2050, pour tomber à 2,16. C'est quasiment un chiffre européen, occidental, en 2100. Comment l'expliquer ? D'abord, elle part d'un niveau très élevé. C'est-à-dire que si l'anomalie, c'est le 4,7 aujourd'hui, qui est bien au-dessus de toutes les grandes régions du monde et même de la plupart des pays du monde. Pourquoi anomalie ? Par manque de contraception ? Il y a beaucoup de facteurs sans doute qui tournent autour du fait qu'il y a encore des aspirations à des familles nombreuses parce qu'on pense que le nombre d'enfants est important, même sur le plan économique. Et puis les problèmes d'équilibre entre les hommes et les femmes, enfin je veux dire d'égalité entre les hommes et les femmes. Donc pour le moment, les aspirations n'ont pas beaucoup changé. Elles peuvent évoluer et c'est ça l'élément clé, c'est quand d'abord les couples souhaitent avoir moins d'enfants et ensuite qu'ils ont effectivement accès à des méthodes qui leur permettent d'avoir moins d'enfants. Là aussi, il y a des progrès à faire parce que les programmes n'ont pas toujours été bien adaptés en Afrique pour la planification des naissances. Ouais, donc ça baisse partout. Si on regarde l'augmentation, c'est plutôt en Europe, plutôt en Amérique du Nord pour passer d'1,6 à 1,7 à 2 environ. Oui, alors ça, c'est une extrapolation, enfin une projection qui est faite par les Nations Unies. Il faut bien qu'ils aient des hypothèses. Bon, à dire vrai, on n'en sait rien ce qui va se passer. On est passé maintenant nettement en dessous de 2, ce qu'on ne prévoyait pas il y a quelques dizaines d'années. Et on ne sait pas très bien comment les populations vont se comporter à ce moment-là. Donc, en attendant, même si elle croît moins, la population mondiale augmente. Est-ce que ça pose des problèmes et à quel niveau ? On le disait, on a peur parfois pour le réchauffement climatique. Il y a d'ailleurs parfois des paradoxes parce qu'on se dit, par exemple, est-ce qu'on pourra nourrir toute la planète ? On apprend aussi qu'un quart de la population mondiale pourrait être obèse en 2047, 45, c'est quasiment demain. C'est quoi le problème que ça pose en fait, la démographie qui explose ? Le premier problème, c'est quand même, est-ce qu'on peut nourrir tout le monde ? Jusqu'ici, effectivement, les projections qui ont été faites en matière agricole montrent que dans l'hypothèse des 9 milliards d'habitants et quelques en 2050, on peut faire face, sous réserve de ne pas gaspiller. L'alimentation, on estime qu'au moins 30% à peu près de l'alimentation aujourd'hui est gaspillée. Et deuxièmement, de consommer moins de viande parce que dans le cycle agricole, le fait de consommer de la viande et surtout de la viande rouge n'est pas du tout un moyen efficace de se nourrir. Donc il faudra qu'on ralentisse beaucoup ça dans les pays les plus avancés parce que dans le même temps, dans les pays
en développement, y compris la Chine, il y a une demande de plus en plus forte. Donc normalement, on peut y arriver. Et après, il y a le problème de l'évolution climatique. On peut y arriver jusqu'à 2 degrés d'augmentation de la température d'ici 2050 notamment, sachant qu'après, là, on peut commencer à avoir des effets sur la production agricole pas négligeables et qui mériteront d'être étudiés de près. Juste en quelques mots pour finir, en 30 secondes, est-ce que les migrations, on parle beaucoup des migrations en ce moment, est-ce qu'elles ont un impact, est-ce qu'elles peuvent déséquilibrer les populations selon les continents ? Au total, ça reste quand même assez faible et surtout, le principal des migrations se fait presque toujours soit à l'intérieur du pays, soit vers le pays voisin. Donc on reste dans le même continent. Les migrations transcontinentales, c'est quand même, on le sait, beaucoup plus risqué, beaucoup plus difficile et ça reste assez minoritaire dans l'équilibre global des populations. Merci beaucoup Henri Léridon de nous avoir permis de mieux comprendre ces enjeux autour de la démographie mondiale. Merci à vous.